revenons à présent spécifiquement sur la situation américaine avec Thomas Kosterg en visioconférence avec nous depuis Genève, Bonjour, économiste senior en charge des États-Unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas, merci beaucoup d'être avec nous. On va parler des perspectives que vous avez élaborées en prévision de 2023 pour la macroéconomie américaine, mais partons du dernier rapport sur l'emploi qui a été publié vendredi pour le mois de novembre. Il y a toujours différents niveaux de lecture. Thomas, globalement, on a tous en tête que le chiffre était encore fort en matière de création d'emplois, à plus de 250 000 à nouveau au mois de novembre, et un taux de chômage qui ne bouge toujours pas à 3,7%. Quelle est la lecture peut-être un peu plus fine qu'il faut faire de ce rapport quelques jours après, Thomas ? Oui, alors tout d'abord, la lecture quand même au premier niveau est importante. On a quand même donc un marché du travail. Si on regarde la fameuse Sainte Trinité, création d'emplois, taux de chômage et salaire, on a un marché de l'emploi américain qui reste très solide. C'est vrai que le grand focus des chiffres, là en l'occurrence, c'était les salaires. Il y a une certaine résilience dans les salaires. Donc on parle là des salaires par heure qui remontaient à plus de 5% en glissement annuel et qui pourrait laisser penser que la Réserve fédérale pourrait rester sur ses gardes et pourrait avoir donc une communication encore au quiche. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux de lecture de ce rapport de l'emploi. Il y a notamment, moi je regarde beaucoup les indicateurs de cycle économique et on voit qu'il y a quand même une décélération sous-jacente du cycle économique américain. Alors pourquoi ? Enfin, surtout, où est-ce qu'on voit ça ? On voit dans l'emploi temporaire qui se met à baisser. En général, les premiers signes de faiblesse du cycle, c'est les emplois temporaires qui commencent à baisser. Donc, on voit ça. On a également, alors dans le secteur, par exemple, de la consommation, on a eu aussi des baisses d'emplois. On a aussi les heures hebdomadaires, le nombre d'heures travaillées hebdomadaires qui continue de baisser. Ça aussi, c'est un signe d'effritement du cycle économique. Donc, on a quand même plusieurs signaux qui sont assez négatifs en termes de tendance, pour ne pas évidemment aussi souligner la grande surprise des économistes pour ceux qui regardent les données, c'est aussi cette différence entre les deux enquêtes, puisqu'il y a une enquête des ménages et une enquête des entreprises, et il y a une divergence également entre les deux enquêtes qui pourrait laisser penser que également l'enquête des entreprises pourrait être en fait plus faible que ce qu'elle ne l'est vraiment. Donc oui, si on regarde spot, et ça va être certainement la lecture de la Réserve fédérale, l'économie va bien, il faut continuer le resserrement monétaire. Si on analyse un peu plus fine des choses, on voit quand même qu'il y a une détérioration sous-jacente du cycle économique qui est cohérente avec potentiellement une entrée en récession en début d'année 2023. Est-ce que cette lecture avancée des indicateurs du cycle économique, Thomas, est-ce que c'est ce dont la Fed tient compte désormais? Est-ce que ça explique notamment la tonalité du discours de Jérôme Powell en début de semaine dernière, donc avant la publication des chiffres d'emploi qu'on vient de commenter, qui est un discours, alors il y a toujours deux parties là aussi dans le discours de la Fed, mais c'est vrai que la partie dovish est assez nouvelle et semble encore renforcée à l'issue de la dernière communication de Jérôme Powell, le président de la Fed. Est-ce que c'est ce côté forward-looking qui revient un peu plus dans la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine ? Alors je ne pense pas, je pense que la Fed reste arc-boutée sur le marché du travail, qui est lui-même un indicateur retardé du cycle économique. J'ai envie de souligner quand même que la plupart du speech de Jérôme Powell, donc la semaine dernière, était hawkish, dans le sens où Jérôme Powell et la Fed a peur de tensions inflationnistes qui proviendraient d'un marché du travail qui soit trop bouillonnant, trop actif, et qui donc donnerait de l'inflation salariale et donc de l'inflation dans les services. C'était ça le message de Jérôme Powell. Alors c'est vrai qu'il a aussi dit que dans les prévisions du mois de décembre, le fameux taux terminal ne serait que légèrement revu à la hausse. Donc c'est pour ça que les marchés ont applaudi, puisque le taux terminal dans les dernières projections, on est à 4,6%, et le marché se dit, ils vont seulement aller peut-être en dessous des 5% comme taux terminal, donc en gros, circuler, il n'y a rien à voir. Or, c'est pas clair pour moi si ce fameux taux terminal va vraiment être en dessous des 5% et assez proche des 4,6. Je pense que on a une Fed qui risque de juger ce marché du travail comme toujours un marché du travail très tendu, où le ratio des postes vacants par rapport au nombre de chômeurs, donc on est à 1,7 fois quand même, donc on est sur des niveaux encore de tension sur ce marché du travail. Ça, c'est ça la lecture, je pense, de la Réserve fédérale, une lecture très orientée marché du travail, pour le bon et le mauvais, parce qu'en effet, on peut se demander si la Fed n'est pas en train de passer à côté d'indicateurs plus importants,
pour ce qui est de la suite des événements, notamment tous les indicateurs avancés américains qui montrent quand même une dégradation assez nette du climat des affaires et donc de l'économie en 2023. Les indicateurs type ISM, les indicateurs type Leading Indices, les indicateurs avancés du Conference Board, on a quand même beaucoup de signaux qui pointent vers une décélération sous-jacente du cycle parce que tout simplement, la Fed a resserré très fortement les conditions monétaires et donc les conditions financières. Et donc, ce resserrement très fort des conditions monétaires et financières va impacter l'économie, même s'il y a un effet retard qui est toujours là. Dans les perspectives 2023, Thomas, effectivement, dans la lignée de ce que vous dites, il y a une idée un peu idéale dans le marché qui serait d'avoir le soft landing de la croissance américaine. Alors, récession douce, soft landing, on tourne autour de cette idée un peu centrale aujourd'hui pour le marché. Et en même temps, ce même marché, il veut voir des baisses de taux assez rapides de la part de la Réserve fédérale américaine dès la deuxième partie de l'année prochaine, de l'année 2023. Et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a quelque chose d'assez antinomique, une contradiction là entre le fait de vouloir un soft landing et des baisses de taux. Ça peut être l'un ou l'autre, mais les deux, ça semble difficile, Thomas. Tout à fait, il y a une certaine incohérence là-dedans, puisque la Fed a quand même dit et insisté qu'il n'y aurait donc pas de baisse de taux en 2023, basé sur son scénario justement d'un soft landing. Donc s'il y a baisse de taux, ça sera sûrement des baisses de taux en catastrophe, et ça sera certainement parce qu'il y a un accident de marché ou un besoin de liquidité dans le marché qui est soudain. Et ce n'est pas complètement à exclure. Je rappelle d'ailleurs que il y a le QT, le quantitative tightening, donc le retrait des liquidités de la Réserve fédérale qui continue en autopilote, alors même que la Fed continue de monter les taux. Donc on a quand même des liquidités qui s'assèchent sur les marchés qui peuvent donner lieu à des accidents. Et si accident il y a au niveau de la sphère financière, ça peut se réverbérer sur la sphère économique à un moment où la sphère économique elle-même perd en vigueur sous-jacente. Donc il y a quand même un certain nombre de risques à la fois financiers et économiques pour l'année prochaine. Et si baisse de taux il y a, en effet, ça sera certainement que le scénario du downside, le scénario négatif est enclenché. Comment vous avez quantifié votre scénario macro 2023 pour les États-Unis, Thomas, si on prend les grands paramètres, croissance, inflation, taux de la Fed, qu'est-ce qui ressort de la réflexion que vous avez menée ? Alors, nous, notre prisme pour la prévision de l'économie américaine en 2023, c'est qu'on regarde beaucoup les conditions de la Fed et les conditions monétaires. Donc là, il y a quand même un impact de ces conditions sur la croissance économique américaine. On a eu quand même un très fort resserrement des conditions financières qui vont finir par se réverbérer sur l'économie. Il y a aussi les indicateurs avancés du cycle, donc Conference Board, par exemple, ou les indicateurs type ISM ou les autres PMI, qui également montrent une détérioration. Donc on regarde ça de très près, et nous, ça nous donne pour nos prévisions économiques une croissance de moins 0,2% pour l'année prochaine. On a une Fed qui devrait continuer à monter les taux, d'après nous, jusqu'au mois de mars, et ensuite garder les taux stables pour plusieurs mois. Donc ça veut dire un taux un taux Fed Funds 5,25% pour mars et par la suite. L'inflation devrait continuer à décélérer, mais avec deux histoires. Avec d'un côté du prix des biens, certes, il y a une très forte décrue, mais du côté des services, il y aura une certaine inertie, notamment à cause du fait que le marché de l'emploi continue d'être très résilient, et on a une certaine inertie dans les salaires qui donc devrait perdurer dans les services. Donc une inflation qui va donc graduellement décélérer, mais avec deux histoires sous-jacentes entre les services et les biens. Et quand vous dites une inflation qui décélère graduellement, avec ces deux faces de la même histoire, Thomas, si on met un chiffre sur une idée d'inflation aux États-Unis en fin d'année prochaine, qu'est-ce que ça donne ? Alors pour nous, on est autour de 3% pour la fin d'année, à la fois sur le CPI et pas loin des 3% aussi pour le Core PCE, le fameux indicateur de la Fed. Est-ce que ça ouvre la perspective d'une conversation au sein de la Fed pour commencer peut-être sur un nouvel objectif d'inflation ? Est-ce que le consensus est en train de converger vers cette idée qu'il faudra peut-être réformer l'objectif d'inflation à un moment ? Est-ce qu'on est prêt pour avoir cette conversation, sans doute pas tout de suite, mais peut-être dans quelques mois ou quelques trimestres ?
Il y a clairement un débat parmi les économistes sur cette cible d'inflation à 2%, parce qu'on peut se poser la question si les drivers, hein, les facteurs structurels de l'inflation n'ont pas changé, notamment après le Covid, notamment eu égard à la mondialisation, qui quand même change de format, le rôle de la Chine, le rôle des matières premières et de l'énergie. On va quand même sur des années d'inflation plus élevées structurellement dans le futur. Et la question, c'est est-ce qu'il faut vraiment que les banques centrales aillent à contre-courant, entre guillemets, et soient plus fermes dans leur politique monétaire pour contrecarrer ce mouvement tendanciel. Alors, je pense que le débat pour la Réserve fédérale est un peu prématuré. Il est au niveau des économistes, mais pas encore au niveau de l'institution. Et il est fort à penser que la Fed pourrait rester pragmatique, c'est-à-dire que finalement, on tolère une inflation un peu plus élevée et en fait, on ignore un peu hein, l'inflation, même si elle est un peu au-dessus de 2%. Donc, quelque part, ça aura un changement de cible. Pour la première phase, ça sera plutôt du pragmatisme avant d'envisager par la suite, mais par la suite, je pense que ça prendra quand même plusieurs années, un relèvement potentiellement formel du ciblage d'inflation. Donc, je pense que la Fed va officiellement garder sa stratégie, même si au niveau pragmatique et au niveau concret, elle pourrait laisser un peu l'inflation s'installer au-dessus de 2% dans le futur. En tout cas, c'est notre scénario. Une dernière question, Thomas. Quelle sera la place et l'impact de la Chine dans le paysage global macro 2023 et particulièrement pour la macro américaine? On semble se diriger vers une réouverture sanitaire et donc une reprise de l'économie chinoise, quand bien même elle ne serait peut-être pas soutenable et aussi forte que ce qu'on a connu les années précédentes. Néanmoins, on attend quand même un effet plus positif venant de Chine. Comment est-ce que ça peut se traduire pour le reste du monde et pour une économie comme celle des États-Unis ? Tout à fait. Alors, il y a 3 points sur l'économie chinoise. Le premier, c'est qu'il y a en fait une réouverture un peu chaotique liée au Covid, puisque après avoir été très ferme sur la politique zéro Covid, on a une impression qu'il y a une réouverture un peu forcée, mais qui va du coup quand même être liée à une montée en flèche du nombre de contaminations du Covid. Donc il faudra quand même gérer ça. On a quand même 2 points négatifs sur la Chine, c'est qu'on a quand même encore le secteur immobilier qui a potentiellement besoin de encore se désendetter, et aussi on a des régulations gouvernementales sur le secteur privé qui sont encore là. Donc on n'a pas encore tous les signaux quand même au vert, malgré cette réouverture qui est nécessaire, voire même qui fera du bien, parce que je signale, les indicateurs chinois sont quand même très mauvais. On a eu encore en ce matin des indicateurs PMI pour les services. On était à 46,7. Donc on a quand même l'économie chinoise souffrait hein, de cette politique d'un point de vue purement économique. Deuxième point, c'est que oui, il y aura peut-être plus de demandes, y compris des matières premières en Chine, avec cette réouverture et ce rebond économique et de rebond de l'activité en Chine. Néanmoins, de l'autre côté, on a quand même l'Europe et les États-Unis qui décélèrent. Donc il y aura quand même au niveau du matière première, il y a quand même donc des forces positives potentiellement de Chine, mais des forces négatives en Europe et aux États-Unis. Même si, troisième point, c'est qu'on voit qu'on est quand même plutôt structurellement positif sur le pétrole et plutôt pour une deuxième, peut-être en 2023, à partir de la mi-2023, une fois que voilà, l'Europe et les États-Unis se stabilisent en termes de rythme économique. Et si on va sur une récession douce à modérée aux États-Unis et en Europe. Et alors là, on pourra potentiellement voir une vraie jambe haussière sur les matières premières si la demande chinoise est au rendez-vous et si cette réouverture se poursuit comme on le prévoit. Merci beaucoup Thomas, merci pour cet éclairage macro en vue de 2023 et notamment autour du thème de l'économie américaine. Votre spécialité, votre domaine d'expertise chez Pictet Wealth Management. Thomas Koster qui est en visioconférence avec nous, économiste senior chez Pictet Wealth Management, invité de Smart Bourse pour l'édition de la mi-journée. Voilà pour cette émission, on se retrouve donc ce soir à 17h en direct sur Bismart.